C'est un processus qui se développe en prenant nos propres forces pour se développer à titre autonome, un peu en dehors du circuit de la biologie classique. C'est un peu comme si, dans un royaume, un petit roitelet se rebellait et voudrait prendre le pouvoir, et il accapare tous les biens du royaume, les finances, la nourriture, il accapare les systèmes d'eau, d'irrigation pour son propre profit. Et puis il devient de plus en plus grand, et il devient de plus en plus important, et il va amoindrir le royaume. Et même à la limite, s'il peut prendre la place, il le prendra. Et quand en général il veut déjà la prendre ou il est proche de la prendre, l'individu disparaît, le royaume disparaît, parce qu'il n'a plus de raison d'être. Donc vous voyez, c'est déjà une idée assez générale, c'est une forme de rébellion, d'autonomie, où on va parasiter le corps qui nous accueille, on va se substituer à des forces de vie, puisqu'on va même porter atteinte à l'existence. Donc vous voyez, c'est quand même une maladie grave. On ne peut pas dire que il n'y a pas de petit cancer, voilà. La personne qui va se découvrir malade quand elle va avoir des résultats de scanner ou de prise de sang, etc., elle se retrouve sur les rails de la médecine conventionnelle d'une certaine façon, où on va lui dire quel traitement on lui propose, quels sont aussi les objectifs, si on peut atteindre une guérison ou pas, la possibilité de survie, la durée de survie. Donc tout semble écrit, et pour cette personne, quand elle rentre chez elle, elle n'a plus rien à faire qu'à attendre, qu'à être patiente. Et puis, si par hasard elle va sur Internet, qu'elle regarde tout ce qu'on peut faire en dehors, elle va tomber sur une myriade de variantes qui vont de manger qu'est-ce qu'on va dire, des amandes d'abricots amers, jusqu'à parler avec ses cellules, engager un dialogue avec ses cellules malades. On a beaucoup de choses qui ont été tentées, mais on est vite un peu perdu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment mettre de l'ordre? Par quel bout commencer? Alors, s'il y a beaucoup de choses, dites-vous, c'est qu'on n'a pas trouvé je dirais, la clé du système. Donc quand on ne trouve pas les clés des systèmes, en général on invente des artifices ou des faux semblants ou des moyens qui sont plus ou moins élégants pour arriver à nos fins. Déjà la première chose, c'est comme vous dites, c'est le premier choc, c'est d'apprendre qu'on a un cancer. C'est le premier choc. Après on pourra voir comment on fabrique un cancer, mais le premier choc, c'est j'ai un cancer, j'ai ouvert une lettre malencontreusement un peu avant mon médecin où on voit cellules pouvant faire penser à une atteinte néoplasique. Bon, on lit, on est confronté à un système violent, parce que derrière le mot cancer, en général, c'est l'antichambre de la mort. Parce que pour la plupart des gens, cancer veut dire mort. Disparition. Donc c'est pas facile. Donc effectivement, premier élément, il faut prendre des gants pour l'apprendre, ou pour le dire, ou pour se le faire dire, etc. Ça c'est vraiment quelque chose d'important, parce que certaines personnes n'ont pas la force intérieure pour pouvoir supporter cette information. Certains patients m'ont dit, j'ai en mémoire, ils me disaient, vous savez, docteur, quand je leur disais au bout de 3 ou 4 années de soins, avec les médecines que l'on peut proposer, et je leur disais, qu'est-ce qui vous a le plus fait souffrir dans votre histoire? Et ils me disaient, pour beaucoup, ils me disaient, c'est le regard de ma famille, le regard de l'autre. Quand je leur dis, mais j'ai une maladie grave, c'est sous-entendu cancer, la personne qui recevait cette information me fusillait du regard en me disant, mais ma pauvre... Et il m'enterrait déjà un peu avant l'heure, que ce soit de la famille ou de l'amitié proche. Donc ça a été vraiment pour beaucoup une grande difficulté. Et pour en plus qu'on informe, qu'on disait, pour un plus de dire, bon écoutez, c'est déjà pas facile, mais je vais essayer de voir si j'ai d'autres opportunités que de la médecine conventionnelle, alors là,
je me sentais encore plus agressé parce que pour beaucoup, il n'y a pas d'autre solution que de passer par la médecine conventionnelle. Alors, ceux qui ont fait des choix de dire « bon, ben, je vais me soigner par mes propres moyens, je vais faire confiance, je vais me remettre en question ben, », ils étaient accablés déjà par l'épreuve, mais en plus accablés parce qu'ils se trouvaient seuls et ils se trouvaient manquer de solidarité de la part des proches. Et donc ça a été très lourd pour beaucoup de gens. Plus que la propre maladie, plus que la chirurgie, plus que la chimio, plus que les rayons, plus que tout. Donc vous voyez, la notion de douleur ou de souffrance n'est pas forcément celle qu'on croit. Alors ça c'est donc la première difficulté. Je suis dans une famille, ma mère est morte d'un cancer du sein, ma grand-mère est morte d'un cancer du sein, mes tantes sont mortes d'un cancer du sein, ma sœur aînée a un cancer du sein, ma deuxième sœur a un cancer du sein. Moi je suis aussi une fille, est-ce que docteur j'aurai un cancer du sein? Encore une difficulté, une souffrance très forte. Et toutes ces souffrances vont entretenir un niveau, une ambiance qui va aggraver la prédisposition au cancer ou aggraver le cancer s'il est déjà parti. En plus, pour qu'il y ait un cancer visible, il faut un minimum d'1 million de cellules pour qu'il ait 1 millimètre. Donc vous voyez, il est déjà bien avancé quand on le découvre par les moyens actuels de l'imagerie. Donc encore une autre souffrance. J'ai peut-être un cancer, mais je ne le vois pas. Une autre souffrance. Ou j'ai peur du cancer, une autre souffrance. Tout le monde autour de moi meurt, tombe comme des mouches, etc. Est-ce que vous croyez que je peux avoir un cancer? Il y a des maisons où les gens qui les ont habitées ont des cancers. C'est vrai, c'est un fait. Je n'ai pas toutes les explications, mais il y a des lieux géographiques qui prédisposent à faire des cancers. Donc vous voyez, là encore, il y a beaucoup de... J'en parle parce qu'on n'a pas tendance à en parler, puisqu'on est dans une société extrêmement matérialiste. On ne croit que ce qu'on voit, donc il faut l'imagerie, il faut la biologie, il faut tout, il faut la biopsie. Et là on dit... Mais le processus est déjà bien avancé quand on le trouve. Il est déjà... Et la souffrance vient peut-être avant déjà. Ça me lance en tout cas dans la suite, c'est que alors comment est-ce qu'on les fait ces cancers Alors voilà, alors ça c'est une bonne question que j'aime bien, que j'avoue que je suis content quand le patient me demande « mais docteur, expliquez-moi comment ça se fait que je mange bio, je fais ci, je n'ai pas de problème, apparent, je sais, comment ça se fait que j'ai un cancer ?» Alors, j'enlève tous les cas où il y a une prédisposition familiale. Le cancer n'est pas héréditaire, mais la prédisposition peut l'être, qui demande donc une étude un petit peu plus approfondie des différentes gènes marqueurs du cancer. Il y en a, je ne vais pas dire des gènes qui donnent le cancer, mais qui favorisent, on trouve plus de cancer chez les gens qui ont ces gènes qui s'expriment. J'enlève ces aspects, mais là pour le lambda, pour le patient lambda, le patient habituel, pour faire un cancer, il faut différentes conditions et il faut déjà biologiquement un milieu extracellulaire acide. Donc ce milieu extracellulaire, vous savez qu'il y a le milieu des cellules et puis autour des cellules, il y a ce qu'on appelle l'ambiance extracellulaire, le milieu intérieur. Il faut qu'il soit acide. Ça, c'est une certitude. Ça a été décrit par Warburg dans les années 1920 et c'est souvent très juste. C'est aussi... donc ce milieu acide extracellulaire va favoriser un développement cellulaire de type embryonnaire. C'est-à-dire qu'on va retrouver une multiplication cellulaire de type embryonnaire. C'est-à-dire que vous savez, quand vous êtes dans le ventre de votre maman, vous vous développez. Vous avez donc une multiplication cellulaire, hein. Vous êtes parti de 2 cellules, 4, 6, 8, etc., etc., une multiplication même géométrique. Et cette multiplication cellulaire va vous permettre de développer donc un volume de cellules. Et le cancer est en général une multiplication cellulaire. Et cette multiplication cellulaire en milieu embryologique, dans le ventre, quand vous étiez fœtus, et embryon et fœtus,
eh bien, il faut qu'elle soit un milieu un peu acide et un milieu peu oxydé, peu oxygéné. D'ailleurs, dans le ventre, il n'y avait pas d'oxygène. Donc, ce qu'on appelle anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Et cette tendance anaérobie sans oxygène et un peu acidulée favorise la multiplication cellulaire. Donc, on retrouve dans le cancer cette multiplication cellulaire effrénée qu'on a eue pendant la croissance embryologique. Et il se trouve qu'à un moment donné, ça s'est arrêté, vous êtes né, et puis à un moment donné, vous avez respiré, vous avez poussé votre premier cri, vous avez été en présence d'oxygène, vous êtes sorti du ventre de votre mère, heureusement que vous n'avez pas trop grandi, c'est plus facile. Les petits bébés sortent plus facilement que les gros. Et puis ensuite, vous êtes passé donc dans un milieu plus alcalin, dans un milieu plus oxydé, et puis vous avez grandi, vous avez développé vous êtes dédifférencié, c'est-à-dire que vos cellules embryonnaires sont devenues des muscles pour des cellules grasses pour le corps adipeux, des cellules conjonctives pour vos tendons, des cellules cardiaques pour votre cœur, des cellules neurologiques pour votre système neurologique. Et donc vous êtes dédifférencié, vous êtes passé d'un stade indifférencié de multiplication cellulaire et de plus en plus, vous êtes arrivé petit à petit à vous différencier, ce qui fait que les cellules de vos cheveux, de votre peau ne sont pas tout à fait les mêmes dans leur manifestation, dans leur modus operandi, et vous êtes devenu de plus en plus, et plus on va vers l'âge, plus on se différencie par rapport à notre stade de bébé, tout comme le bébé se sent très proche de la mère, et puis petit à petit il va trouver son identité, il va se développer, il va trouver son identité et sa spécificité. Donc vous voyez, petit à petit il va se séparer de sa mère, s'affranchir de sa mère, mais au départ sa respiration, ses sentiments, ses sensations, sont ceux de sa mère. Donc, ce milieu acide est le milieu qui est actuellement le plus reconnu. Ce milieu acide va favoriser donc des développements cellulaires abondants et surtout aussi va favoriser des perturbations de gènes, des modifications de la fonction génique et va donc programmer les cellules pour un développement anarchique. Alors, comment on fabrique l'acidité ? Pourquoi, quand on est adulte, on se remet à être un peu dans une phase embryonnaire? Ça, c'est la question. Alors, l'acidité peut venir de l'alimentation qui n'est pas adéquate. Il y a certains aliments qui acidifient profondément. Des aliments qui acidifient, comme les aliments laitiers, produits laitiers, qui sont très bien quand on est en croissance, parce qu'ils favorisent la croissance cellulaire, mais quand on est adulte, ils ne sont plus convenables. Et puis, vous avez aussi des aliments très acidifiants, comme la tomate, comme certains aliments. Bon, je ne vais pas donner tout un détail, mais il y a toute une liste d'aliments très acidifiants. Ensuite, vous avez les soucis qui acidifient aussi. Les soucis, les préoccupations. Vous avez aussi toute la pollution électromagnétique, les plaques à induction, les fours à micro-ondes, les ondes Wi-Fi, toute cette pollution acidifie profondément. Parce que le corps a besoin de corriger, dans toutes ces pollutions, il y a des attaques cellulaires, et le corps se remet en route pour corriger, pour cicatriser les tissus, et il se remet, comme en embryologie, il fabrique des cellules pour faire des pansements. Donc il a besoin un peu d'acidité aussi. Donc c'est bien, mais à un moment donné, quand il y en a trop et qu'on n'a plus besoin de faire des pansements, là, on dépasse les bornes. Vous avez tous les colorants, vous avez l'air de la respiration, la pollution de l'air, de l'eau, véhiculée par l'air, véhiculée par l'eau, véhiculée par les ondes, véhiculée par les pensées aussi, les pensées négatives, véhiculée par les aliments, véhiculée, donc, etc. Donc vous avez une espèce d'acidification et le processus cancéreux part s'il y a prédisposition. Pour que le processus cancéreux parte,
il faut donc dans ce milieu acide et peu oxydé, donc une mauvaise oxygénation, c'est pour ça qu'on vous dit surtout marchez, dépensez-vous, oxygénez-vous, c'est une bonne idée, mais bon, parfois quand c'est excessif, ça devient toxique. Et pour que toute cette ambiance prenne corps de multiplication cellulaire à une multiplication cellulaire qui n'est plus contrôlée, qui devient perverse, il faut qu'il y ait des conflits profonds dans l'âme. Le docteur Gerd Hammer, qui a eu un cancer suite à un décès de son fils, il a eu un décès, il a eu un cancer de testicule suite à une balle perdue qui est tombée sur son fils et qui en est mort. En plus, le criminel n'a jamais voulu avouer son acte, d'autant plus qu'il était bien passé, était très protégé politiquement. Et donc, M. Hammer a trouvé ça non seulement il a souffert de la mort de son fils, mais il a trouvé que c'était fort injuste. Et il raconte que il a compris que tout ce processus de peine, de chagrin, de sentiment d'injustice, de sentiment d'inéquité, a généré en lui un désordre qui a généré le cancer. Et donc il disait, il a donc établi une loi qu'il a retrouvée après en forme qu'il a retrouvée dans les examens des patients qu'il a pu suivre par la suite, en disant pour faire un cancer, il faut 3 conditions. La première, il faut vivre un conflit difficile, donc un deuil injuste, un deuil brutal, par exemple un associé qui part avec la caisse alors que je lui faisais toute confiance, un enfant qui se marie avec un drogué ou une droguée, un conflit, un sentiment de dévalorisation, un sentiment d'injustice, un sentiment de culpabilité, quelque chose que l'on vit mal. On le vit mal. Et cet événement, ça constitue un conflit dans l'âme. C'est-à-dire quelque chose que je rumine. Je le vis mal, je le rumine. Donc première chose, un événement que je vis mal et qui porte en moi, je garde un chien de la chaîne, comme on dit vulgairement, je porte en moi une rumination. Et je le vis dans la solitude, je dors mal, je peux en parler à personne, j'écrase, je prends sur moi, je le vis dans la solitude, et je rumine, et ça me perturbe. J'ai mon fils qui a épousé une personne qui n'est pas de la même confession, qui n'est pas de la même culture. Je le vis mal, parce que je sens que ça peut être nocif. J'échafaude des projets négatifs sur cette histoire. Toujours dans la solitude, donc mal, et dans la solitude. Je peux en parler à personne. Et troisièmement, à quoi bon, il n'y a pas de solution. Troisième point, je n'ai pas de solution, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de fenêtre pour résoudre ce conflit. Et donc je le rumine. C'est donc un conflit qu'on peut ruminer des années, des mois. Un conflit qui va porter à se dévaloriser, à se culpabiliser, à trouver de l'injustice, à perdre son identité, à perdre son territoire. Par exemple, quelqu'un qui un jour de son retour de voyage en Asie, qui a fait un poste important dans une entreprise et puis qui se trouve avec un sous-directeur dans son bureau, donc il se sent envahi dans son territoire parce que comme il était un peu vieillissant et qui coûtait cher à l'entreprise, on voulait le remplacer et on ne lui a pas dit de front, on lui a mis quelqu'un et on lui a dit il faut que vous le formiez, etc., etc. Donc une dévalorisation et conflit de territoire. Un homme qui est très attaché à sa femme et qui est très amoureux d'une autre, une vie double. Il faut mentir avec une vie double. Il n'aime pas mentir, il se sent mal, c'est un conflit. À qui on parlait? Des choses graves, qui touchent le fondement même de l'être humain. Donc vous voyez, le cancer ne vient que quand il y a vraiment aussi quelque chose.
Et ce qui est positif, c'est que beaucoup de gens qui ont trouvé la cause de leur misère, de leur conflit, du noyau qui génère une déstabilisation profonde de l'existence, vous disent, ça y est, docteur, j'ai compris, je sais pourquoi j'ai été malade, tel jour, je l'ai compris, à telle heure, je suis guéri. Même si les analyses biologiques sont encore perturbées, même si la tumeur est encore hémorragique ou le cancer est même très avancé, même si, j'ai compris, ça y est, je suis en paix, je dors mieux, je dors bien. Parce qu'en général, quand on est en conflit, on dort mal, on bouge la nuit, on se lève. En plus, on a froid, on est en phase, ce qu'on appelle sympathico-tonique. On a froid aux mains, on n'est pas bien. Le système sympathique, c'est le système du conflit, du stress. Ce que je vous appelle le conflit, c'est ce que les gens appellent le stress. Ça voudrait dire que le premier pas pour lutter contre cette maladie, c'est finalement de faire une sorte d'anamnèse de notre vécu pour retrouver où est ce nœud, cette impasse dans laquelle on a été s'embourber. Cher monsieur, c'est évident. C'est toujours le problème, c'est l'inspection, l'intro-inspection, ce que j'appelle l'objecteur de conscience. C'est dire déjà, quand vous commencez à mal dormir, la première chose, si vous voulez faire de la vraie prévention du cancer, non pas du dépistage, parce qu'on dépiste ce qui est déjà là, mais la prévention, c'est déjà dire pourquoi je dors, pourquoi mon sommeil est-il si désordonné? Pourquoi? Depuis quand? Pourquoi j'ai toujours froid aux mains et aux pieds? Pourquoi je suis obligé d'avaler, de fumer, d'aspirer ce tabac? Le tabac apporte beaucoup d'énergie souvent, et l'alcool aussi. Pourquoi j'ai besoin de cette énergie? Parce que je consomme beaucoup d'énergie dans des fausses pistes. Parce que mon conflit me mange. Donc je suis obligé de prendre des subterfuges. Mais en fait, les gens ne veulent pas régler. Ils rajoutent une béquille, un échafaudage, mais ils ne veulent pas régler leurs problèmes. Ils ne veulent pas affronter. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas, certes, mais bon. Et puis avec qui en parler? Les gens ont suffisamment d'orgueil. Puis avec qui en parler? Qui va comprendre? Donc la prévention commence déjà, c'est je ne mange pas avec appétit, c'est pas normal, parce que la vie, nous sommes vivants, nous participons à la vie par l'alimentation, puisque la vie est un grand système digestif. Si vous regardez, tout le monde s'entre-mange, etc. Donc c'est une forme de charité d'avoir un bon appétit. Puisque la vie est faite et les créatures ont été faites pour l'homme, condition qu'ils s'en servent à bon escient, certes, mais donc pas avoir d'appétit, avoir toujours froid, être replié sur moi-même, le sommeil perturbé, c'est l'antichambre de la dépression, donc je vais déprimer, donc je n'ai plus d'énergie, j'ai plus confiance, j'ai plus le goût des choses, donc petit à petit je disparais parce que je n'ai plus le goût à vouloir participer, partager, créer mon événement, créer ma vie. Donc je m'exclus de mon environnement proche, je m'exclus, je suis moins performant dans mon travail, et j'accuse les autres, bien entendu, parce que quand on est moins performant, c'est plus facile d'accuser les autres de ces insuffisances, etc. Je pèse lourd pour mon environnement, pour ma famille, pour le travail. Je reçois encore des subsides d'un salaire, mais quelque part, je ne suis pas à ma place. Mais ai-je le courage de dire je ne suis pas à ma place, je devrais être rétrogradé? Non, j'ai jamais vu des gens le dire. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc vous voyez, tout ça, c'est le processus de dégradation est un processus général, mais il faut déjà voir comment on peut. Alors il est vrai que quand on a laissé traîner et que les cellules sont très développées, et que petit à petit la perversion et la toxicité est telle que c'est très difficile de revenir en arrière. Et que le processus cancéreux est très avancé et le processus de déstabilisation, des capacités de purification est très difficile. Mais
les personnes peuvent disparaître en paix, ils vont quitter la scène humaine en paix, avec de l'appétit, avec les mains et les pieds chauds, avec une joie de vivre, avec une bonhomie, avec une certaine efficacité. J'ai vu des gens être très efficaces jusqu'à l'avant-dernier jour. Et ils étaient très performants, mais ils étaient extrêmement... ils avaient été déjà ouverts par un chirurgien qui avait dit impossible d'opérer, le cancer est partout, tout est pourri, donc on ouvre, on ferme. Ils avaient vu la chimio mordait plus, les rayons non plus, les médecines complémentaires aidaient à retrouver une certaine vitalité, les gens continuaient à travailler, étaient encore assez performants par rapport à ce qui pouvait l'être auparavant sans avoir connu les médecines complémentaires. Mais à un moment donné, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Vous voyez. Et puis en plus, il y a des inconvénients dans les chimios et dans les choses qui fait qu'on est aussi relativement dévitalisé par ces médecines dures aussi. Donc vous voyez. Alors, on ne peut pas dire que le cancer est guérissable pour tout le monde, non. Mais pour beaucoup, oui. Mais on peut reporter les dates d'échéance. On peut améliorer la qualité de vie et augmenter la durée de survie. Ça, c'est certain. C'est certain. Docteur, une fois que vous avez un patient qui est rentré dans ce processus de repenser sa vie, de se sortir de l'impasse, de tout revoir, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller, lui apporter vous en tant que médecin? Alors déjà, je suis extrêmement content, je suis satisfait, parce que le médecin, c'est aussi un être humain avec toutes ses faiblesses. Je suis content quand quelqu'un écoute et met en pratique ce qu'on lui conseille. Je suis ravi. Et généralement, ceux qui se remettent en question ont en général beaucoup plus de possibilités de se sortir de leur mauvaise passe. Mais déjà, il y a un indice de satisfaction pour le médecin. Et quand le médecin a un indice de satisfaction, ça fait du bien. Je dirais c'est un encouragement à continuer. Mais ça arrive quand même que des patients se bloquent ou bien oui, parce que beaucoup ont toutes les questions et les réponses en eux. Et ils vous disent, voilà, je suis ça, c'est comme si, je sais ce qu'il faut faire. Moi, mon cancer, on va me l'extirper, comme si on pouvait enlever un cancer, parce que c'est un processus. Comment peut-on enlever un processus? Vous comprenez, c'est comme ça, moi je fais confiance à ci, voilà. De toute façon, on va m'enlever ma petite tumeur ou mon petite chose, et puis on n'en parlera pas, puis je veux rien connaître, rien connaître, et puis moi de toute façon tout va très bien. Alors là, c'est plus compliqué parce que il n'y a même pas l'humilité de dire je peux peut-être me tromper. Ça c'est plus compliqué. Donc ça c'est sûr. On demande l'humilité aux médecins, c'est indispensable, parce que beaucoup de médecins, eux, ils vous assomment, de toute façon vous avez un cancer, vous en avez pour 6 mois et tout. C'est un manque d'humilité aussi de la part du médecin. Il faut reconnaître que certains de nos collègues poussent un peu le bouchon un peu loin. Mais il y a aussi le patient. Donc si vous voulez, c'est un tout. Alors là, il faut que, je dis toujours, voilà, on va vous donner un certain nombre de menus, et puis vous allez choisir le plat qui vous parle le mieux. On ne sait pas s'il vous convient le mieux, mais qui vous parle le mieux. Il y a en cancer classique, en cancérologie classique, vous avez les traitements. Donc si on est sûr, après biopsie, on a un diagnostic, il y a grosso modo les traitements de chimiothérapie, parce qu'on veut tuer les cellules cancéreuses. Malheureusement, ça tue aussi les cellules souches qui réparent. C'est embêtant, très embêtant. Il y a les rayons. Les rayons, donc on a des rayons de plus en plus ciblés, mais enfin, quand même, ils agissent à distance, puisqu'il y a un phénomène de sommation dans les rayons. Même si j'irradie un cancer de peau local, j'ai un effet général. Il faut le dire. C'est vrai qu'on a fait des progrès, mais c'est quand même... Il y a les traitements par l'immunothérapie qui sont très efficaces, par l'immunothérapie qui se base sur les traitements où on va mettre des anticorps anti-NF-κB,
natural killer. On va essayer de protéger les natural killers des tumeurs ou des facteurs de croissance comme le facteur de croissance tumorale, etc. Donc des traitements assez ciblés, modernes. On va proposer, alors quand on va s'éloigner de tout ça, donc la chirurgie bien entendu pour enlever, parce qu'on se dit si on enlève la tumeur, il vaut mieux, il y aura moins de cellules. Bon, mais là encore, la chirurgie n'enlève pas le processus cancéreux. La chimio n'enlève pas le processus cancéreux, les rayons non plus. L'immunothérapie, c'est déjà un petit progrès pour le processus cancéreux, mais le conflit, l'acidité extracellulaire n'est pas enlevée par tout ça. Alors, donc c'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les moyens complémentaires. Je fais juste une parenthèse sur les moyens alternatifs. Je ne le recommande pas systématiquement, sauf si les gens ne veulent absolument pas, mais je leur dis, c'est à votre risque et péril, vous avez pris des décisions, vous ne voulez suivre que ce que vous semble bon, donc c'est carrément l'alternative complète. Je vous aiderai, mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas forcément le meilleur choix. J'essaye de dissuader parce que j'aime bien proposer un grand menu. Donc ceux qui disent, bon mais moi c'est comme si je veux ni chirurgie, ni plante, ni chimio, ni rien, je suis obligé de le respecter, hein, c'est son choix. Mais par contre, il faut le prévenir qu'il risque gros, il risque d'être intoxiqué par les cellules, il risque d'étouffer, c'est un cancer qui comprime les voies respiratoires, il risque d'avoir les reins bloqués, etc. Enfin, peu importe. Bon, je ferme la parenthèse sur les choix alternatifs. Mais dans les choix complémentaires, vous avez des menus, vous avez déjà, je dis, le premier qui pour moi est capital, c'est de faire un travail psychothérapique, soit de psychanalytique, soit de psychothérapie, soit d'évacuer toutes les émotions, faire un travail. Alors moi j'aime bien l'Emotional Freedom Technique, EFT, EMDR, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas un système absolument remarquable qui enlève tout, non. Il faut que chacun trouve son ou se faire accompagner par des bons psychologues, des gens sains, qui ont les pieds sur terre, qui ne manipulent pas les gens, qui ont une certaine transparence, si possible, puisqu'on est s'ils sont chrétiens, qu'ils aillent vers des personnes qui ont un esprit chrétien, c'est-à-dire du respect de l'identité de chacun. Donc ça, c'est pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est essentiel. Et ensuite, donc je dis toujours, selon le niveau, si c'est un cancer du poumon, je vais dire il faut travailler sur la culpabilité, la justice, la responsabilité, l'identité et la dévalorisation. Je donne des mots-clés. Si c'est un cancer de la prostate, je dis est-ce que vous avez un problème de territoire affectif, un territoire sentimental, financier, sexuel, territoire familial, un territoire professionnel. Enfin, visiblement, il y a... Hein, c'est les cancers territoriaux. Le cœur aussi, c'est des territoires, mais beaucoup plus subtils. C'est, je n'arrive plus à m'exprimer dans mon identité, quand le cœur... bon, c'est rare qu'il y ait un cancer du cœur, mais bon, quand il n'y a pas de cancer du cœur, il y a souvent la maladie cardiaque qui remplace, bon, etc., etc. Donc chaque niveau et lieu de cancer représente un conflit particulier. Et j'essaye j'essaye, je ne sais pas toujours, d'aider mon patient à trouver les nœuds. Les nœuds, et avec son psychologue ou sa psychothérapeute. Et quand il a bien exposé ses problèmes, il en a fait vraiment une rumination, et qu'il peut être, je dirais, apte à déjà mieux comprendre les nœuds qu'il a créés. Là, je dis avec plaisir, et bon, maintenant, on va pouvoir en parler. Et donc là, je revois un peu la question, et souvent, on trouve dans une relation mère-enfant, c'est pas forcément la difficulté avec un enfant qui peut poser des difficultés, qui est la source du cancer du sein, souvent de gauche et la droitière, mais ça peut être aussi un avortement mal vécu, mal voulu, ou imposé par le mari, ou la famille, ou peu importe. Et ça peut être beaucoup de choses, donc c'est pas toujours facile, c'est pas toujours ce qui paraît apparemment évident qui est le nœud.
Donc il faut vraiment trouver ce qui bloque vraiment le processus, qui ne donne pas la paix. Voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite il y a d'autres traitements, bien entendu. J'utilise les traitements de Mirko Beljanski, qui était un chercheur du CNRS qui a travaillé à l'Institut Pasteur. Donc il a trouvé des plantes, extraits de plantes d'Amazonie en particulier, d'arbres dont on prend l'écorce, on ne tue pas l'arbre. Pour les écologistes, je dis tout de suite, il y a une conservation de l'espèce. Et donc Mirko Beljanski est décédé, sa famille et sa fille continuent à fabriquer des produits selon ses considérations. Il a publié beaucoup de documents scientifiques. Et donc si on tape Mirko Beljanski et qu'on va sur le site de Natural Source aux États-Unis, Beljanski Natural Source, vous trouverez beaucoup d'informations et vous pourrez vous renseigner sur ces travaux qui restent toujours d'actualité parce que les patients qui prennent ces traitements se sentent mieux, meilleure qualité de vie, plus grande durée, et ça permet de passer des caps et de mieux supporter la chimio et les rayons. Beljanski disait, moi mes traitements ne sont pas forcément faits pour être totalement alternatifs, non, ils complètent très bien la chimio, parce qu'il disait, moins il y a de cellules malignes, mieux mes traitements travaillent, parce qu'il y a une question de quantité de cellules malignes. Donc il y a Beljanski, puis il y a d'autres plantes médicinales qui sont bonnes, qui sont réputées comme étant pouvant aider le traitement. Et puis travailler aussi, comme je suis acupuncteur, j'utilise l'acupuncture pour régulariser les énergies vitales, pour aider à aider le cancéreux à retrouver de la parasympathicotonique, c'est-à-dire un peu de paix. Donc je calme le système nerveux sympathique, je tonifie le système nerveux parasympathique, il y a des points, et surtout j'aide par exemple à travailler sur les reins quand je vois que le rein est bloqué, sur la prostate, sur le poumon, sur la thyroïde, quand il y a un cancer de la thyroïde, de la peau. Donc j'aide le corps à drainer ces toxiques. Et donc il y a d'après mes patients, ils le disent et ils reviennent, donc s'ils font des kilomètres pour revenir, c'est que je pense qu'il doit y avoir une part de vérité, ils se sentent mieux. Ils se sentent mieux et ça les aide. Et ça les aide mieux, et c'est comme ils ont envie en plus de s'en sortir, ils ont plus de vitalité, ils mangent mieux, ils ont moins de diarrhée, ils ont des urines, un meilleur sommeil, donc ils ont plus de vitalité pour lutter contre la maladie. Et j'utilise également le test de recherche d'intolérance alimentaire. J'utilise celui qui me paraît le plus fiable, c'est IMUPRO, IMUPRO 300, qui permet de repérer, à partir d'une analyse de sang, quels sont les aliments qui créent des inflammations tissulaires quand on les consomme. Parce que on regarde l'immunité. Est-ce que quand je consomme tel aliment, je fabrique des anticorps anti-aliments? Si je prends de l'ananas, le fruit, est-ce que je fabrique des anticorps anti-ananas? Si je prends de la viande de veau, est-ce que je fabrique de l'anticorps anti-veau? Si je prends du gluten, est-ce que si je prends de la courgette, est-ce que je fabrique des anticorps anti-courgette? Donc on va supprimer pendant un certain temps tous les aliments qui créent problème, qui créent donc de l'inflammation par des complexes auto-immuns. Et donc c'est un système extrêmement performant parce que tous ceux qui l'ont vécu, qui le vivent et qui suppriment les aliments qui ne leur conviennent pas se sentent nettement mieux. Il y a moins d'odeur, plus de vitalité, il y a moins d'odeurs désagréables dans la digestion, plus de vitalité, il y a moins de ballonnement, moins de gaz, et ils ont beaucoup de vitalité. Comme ils disent, l'énergie que j'utilisais pour lutter contre des aliments qui ne me convenaient pas, je l'ai pour ma maladie. Et donc ça, c'est quelque chose de bon. IMUPRO 300, donc et il y a un site, quand vous tapez IMUPRO 300 sur plusieurs langues, vous avez ce que c'est. Et ça, je l'utilise et j'en suis ravi. Et je pense que c'est indispensable chez le cancéreux. Voilà les grosses choses.
si vous voulez, pour être très synthétique, maintenant, à chaque visite, chaque visite, quand je vois un patient que je suis, on rediscute, je demande qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que vous avez des sensations, est-ce que vous avez des mauvais rêves, est-ce que vous avez encore des douleurs, est-ce que vous avez des gènes, est-ce que vous avez encore de la fatigue, est-ce que vous maigrissez, est-ce que vous avez froid aux mains, est-ce que vous avez des apparitions de petites tumeurs à la peau, hein? Parfois, il y a des gens qui se sentent aller mieux, mais ils ont des petites cellules cancéreuses qui sortent. Alors le corps a envie de les faire sortir. Parfois, il faut les aider à sortir, hein. Le cancer, il faut bien que le corps le sorte. Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes encore perturbé par vos enfants, par votre famille, par votre travail? Est-ce que vous êtes en... Toutes ces questions-là, donc si vous voulez, c'est toute une vie en fait, hein, le cancer. Le processus cancéreux est peut-être calmé, pas forcément guéri, mais il est déjà très amoindri. Et si la personne met la paix en elle, même si la prédisposition héréditaire est forte, même si le mode de vie est quand même très, très oncogène, c'est-à-dire qu'il favorise le cancer, il y a quand même moins de chances que ça revienne sur le tapis, hein. Par rapport à cette acidité qui est aussi liée à l'alimentation, au cadre de vie, vous avez mentionné les produits laitiers, comme quoi ils sont plus adaptés à l'adulte. Est-ce qu'on peut encore voir des produits qui ne conviendraient pas pour tout le monde? Alors oui, c'est vrai que cette acidité du milieu extracellulaire, et on retrouve aussi souvent, donc dans le cancer, je disais bien, excusez-moi, je reviens en arrière, peut-être le milieu extracellulaire est acide et la cellule intérieure est alcaline. Et cette différence d'alcalinité et acidité entre les deux milieux vont faire que la membrane cellulaire va faire sortir le sodium en milieu extracellulaire, et elle va faire sortir le potassium, excusez-moi, qui était à l'intérieur de la cellule, et va faire entrer le sodium, va faire entrer le fer à l'intérieur de la cellule, et il n'y en aura pas assez à l'extérieur, donc on a l'impression d'être anémie alors qu'on a plein de fer. Donc vous voyez, il y a tout un désordre biochimique important. Ce milieu donc acide, dans les urines seront trop acides, donc c'est un petit test qui coûte pas cher et on voit tout de suite si les urines sont très acides, est-ce que j'ai un cancer, est-ce que j'ai une insuffisance du foie, est-ce que j'ai une insuffisance du poumon, est-ce que j'ai une insuffisance du rein, c'est 3 organes, ou de l'intestin grêle qui perturbe l'acidité. Donc on va chercher ce qui va acidifier. Dans les aliments, je vous ai parlé des laitages qui ne sont pas faits pour les gens adultes, donc il faut en manger prudemment. Certains fruits acides hors saison, hors région, hors saison, et les sucres. Les sucres sont extrêmement acidifiants. Ils fabriquent l'acide lactique dans leur... L'acide lactique, c'est l'aliment de la cellule cancéreuse. C'est l'aliment de la cellule cancéreuse. Donc on nourrit le développement des cellules malignes. Donc tout ce qui va nourrir le développement des cellules malignes, comme le sucre, comme les facteurs de croissance, comme le lait qui favorise la croissance, comme les hormones, comme tous les produits, comme le soja qui fait engraisser les animaux, tous les facteurs de croissance, comme certaines vitamines, comme la B12, la B9 qui favorisent la croissance cellulaire. Tous ces facteurs de croissance peuvent être dangereux, du moins à certaines étapes de la période cancer. Donc il faut être prudent. Mais le sucre, sous toutes ses formes, surtout raffiné bien entendu, sur toutes ses formes, ce qui fait que dans certains milieux où on soigne le cancer en travaillant sur l'acidité, en corrigeant, et qu'on donne des diététiques, on dit pas plus de 60 grammes d'hydrate de carbone. Hydrate de carbone, c'est-à-dire compris les sucres lents par jour. Donc on fait les régimes cétogènes, c'est-à-dire on donne beaucoup de graisse pour avoir de l'énergie, mais très peu de sucre, pour affamer les cellules cancéreuses. Voilà, ça c'est très 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 embêtant pour la cellule cancéreuse qui se nourrit particulièrement de sucre. Elle a du mal avec les graisses, mais pas avec le sucre, elle aime le sucre. Et donc c'est un moyen de régler. Mais là encore, ce n'est pas facile parce que si on a eu des infections, des chlamydiés avec des germes intracellulaires, chlamydiés, borrelia, maladie de Lyme, mycoplasme, de nombreuses maladies de germes même ou de parasites sont très acidifiants parce qu'ils perturbent la cellule et ils acidifient. Donc il faut parfois traiter les infections, les parasites dans les terrains cancer.
pour diminuer l'acidose extracellulaire, qui sur un terrain cancer favorise le cancer. Donc vous voyez, c'est complexe, hein. C'est pas toujours aussi simple, mais globalement, l'acidose extracellulaire est relativement admise actuellement un peu par toutes les écoles. C'est la source du cancer. C'est la source du terrain cancéreux. Ce n'est pas le déclencheur du cancer. Maintenant, le reste appartient au créateur, certes, mais si on aide le créateur, on nous demande aussi d'être co-créateur avec lui de sa propre, je dirais, de sa propre vie. Il nous le demande. Hein? S'il nous a fait à sa ressemblance, c'est pour l'aider et pour participer. Donc, et plus on participe, plus on est aidé en plus. Parce qu'on rentre dans le vivant et la vie, le processus de la vie. Hein, si certes, il n'y en a pas beaucoup qui ont dit « je suis le chemin, la vie et la vérité hein, », que je sache dans l'histoire, enfin dans ma connaissance ou dans mon ignorance de l'histoire, je crois que je ne l'ai jamais vu dire que par un seul. Mais quand on est dans ce processus de vie, donc qui crée la vie, le logos de la vie, plus on est participant, plus le logos, plus on frappe, plus le logos est présent. Donc il ne faut pas dire j'attends tout du Seigneur. Il faut aussi donner quelque chose de soi. Donner quelque chose de soi. Ce qui est une autre forme de charité aussi. Et la charité nous donne beaucoup de capacité à surmonter les épreuves, souvent, parfois, impossibles. Mais pour la vie, rien n'est impossible. Quand quelqu'un dit « Docteur, j'ai peur du cancer », c'est qu'il est assez proche de cette fréquence du cancer. Certains disent que c'est 22 Hz,17. Bon, certaines personnes ont qualifié. Je ne suis pas sûr qu'on puisse définir une fréquence. Je crois que c'est une frange de fréquence en courant électromagnétique, mais ceux qui ont peur du cancer, ils sont pas loin, le cancer rôde. Et en fait, guérir le cancer, c'est éloigner ce processus cancéreux de notre santé, c'est-à-dire de tout ce qui peut nous déstabiliser, le pousser le plus loin possible. Et donc ce processus cancéreux peut se rapprocher tout au long de notre vie. Par exemple, si j'ai eu un cancer, j'ai guéri, et puis j'ai eu un gros drame dans ma vie, j'ai perdu dans un accident de la circulation de la voie publique ma femme et mes enfants, je ne m'en remets pas. Le processus cancer, puisqu'on est en souci, en peine, en chagrin, qui acidifie, qui était bien éloigné, va se rapprocher à nouveau, vous voyez. Et la vie, c'est ça. C'est un mouvement, parce qu'on ne peut pas dire, ça y est, on est guéri définitivement, comme on ne peut pas dire, on est malade définitivement du cancer, ou on va mourir définitivement du cancer. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et c'est à la suite d'un événement grave ou d'un deuxième événement. Moi, j'ai connu des personnes qui étaient dans une fréquence processus cancer et qui, au troisième stress, à la suite d'un décès d'un enfant, d'un avortement qui avait été un drame, plus d'un décès d'un enfant, elle ne pouvait plus avoir d'enfant en plus après, pour réparer, entre guillemets, autant qu'un enfant puisse réparer, une nouvelle naissance puisse réparer un deuil, je ne suis pas certain, mais disons, ça peut donner un peu de baume, et cette personne a fait un cancer. Et donc elle l'avait éloignée, c'était passé, puis de nouveau, ça lui a chatouillé la zone sensible, et là, elle a eu beaucoup de mal, beaucoup de mal, vous voyez. Donc c'est pour ça que il vaut mieux, même si on est guéri, faire très attention de s'éloigner de tout ce qui peut nous rappeler les périodes difficiles de notre vie, y compris l'acidose par l'alimentation, la pollution, couper le wifi la nuit, etc., 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 etc.